premier point concernant, je dirais, tout ce qui concerne la finance climat. Le deuxième point, que finance la finance climat? Que finance la finance climat? Ça, c'est très important. Comme j'ai dit au départ, lorsque je suis en train de parler de la finance climat, c'est que soit j'interviens sur le revenu que finance la climat. La climat, il finance soit il agit sur les coûts à travers la baisse des coûts, soit il intervient sur les revenus en augmentant les revenus. C'est comme ça que la finance climat, il intervient. Donc, la finance climat, il intervient à travers ce qu'on appelle des instruments financiers. C'est quoi un instrument financier? Un instrument financier, c'est un contrat monétaire entre deux parties. Lorsqu'on veut parler d'un instrument financier, c'est simple, c'est un contrat monétaire entre deux parties. Par exemple, le don, la subvention, c'est un instrument financier public. Donc, c'est un contrat monétaire entre deux parties, entre l'émetteur de don ou de la subvention et entre le récepteur de l'émetteur, je dirais, du don ou de la subvention. Aussi, ça peut être un contrat monétaire, par exemple l'action. C'est un instrument financier, c'est un contrat monétaire entre deux parties qui sont l'acheteur et le vendeur. Donc, la même chose. Donc, quels sont les instruments financiers qui interviennent dans le cadre de la finance climat? Alors, ici, je vous ai donné, alors ici, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai les coûts d'un projet, perspective financière d'un projet. Et généralement, c'est un projet type en changement climatique, je dirais, tout ce qui concerne, par exemple, la production de l'énergie propre, tout ce qui concerne de la production sobre. Alors, j'ai des coûts et j'ai des revenus. Alors, les coûts, quels sont les coûts que j'ai? J'ai les coûts d'investissement, c'est-à-dire le montant d'investissement que j'ai fait. J'ai ce qu'on appelle les opérations de maintenance, et masse salariale, etc. J'ai le coût de capital, donc j'ai emprunté du capital pour pouvoir investir. J'ai les impôts et taxes. Tout ça, ça constitue les coûts. Pour les revenus, j'ai des revenus du marché et j'ai ce qu'on appelle le déficit de viabilité. Le déficit de viabilité, on parle de déficit de viabilité, c'est quand des revenus dans un marché particulier sont insuffisants pour récupérer le coût de projet. Et généralement, c'est le cas de pratiquement de tous les projets qui interviennent dans tout ce qui concerne, je dirais, de la production, par exemple, des voitures électriques, l'énergie propre, tout ça, ils présentent cette structure financière. Ça veut dire que j'ai un ensemble des coûts qui dépassent les revenus et ce qui se traduit par un déficit de viabilité. Maintenant, j'ai ce déficit de viabilité. Bien sûr, lorsque je parle d'un projet normal commercial, je n'ai pas ce déficit de viabilité. Par contre, j'ai ce qu'on appelle un bénéfice. Un projet commercial classique, je n'ai pas de déficit de viabilité, mais comme je viens de dire, j'ai un bénéfice. Là, la plupart des projets qui sont financés, qui sont en changement climatique, ils présentent cette structure, ce qu'on appelle une structure avec un déficit de viabilité. Maintenant, comment je peux agir pour réduire le déficit de viabilité? C'est ça le plus important. C'est à dire. Il y a une personne qui demande la parole. Oui. Si tu permets. Oui. Sidi Khalid, vous voulez poser une question? Oui, monsieur. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Adil. Pour organiser un petit peu la séance. Bon, on a des moments où on peut s'arrêter pour ne pas perturber la cadence de l'exposé, à moins que si Adil, donc vous êtes disposé à répondre dès maintenant, parce que sinon on va s'arrêter un quart d'heure, à jouer 11h15, et vous pouvez poser les premières questions, puis après on peut continuer. Mais tfaddal, c'est Adil, puisque vous avez levé la main. Tfaddal.
Oui, merci beaucoup. En fait, je ne vais pas perturber la présentation de Adil. Je vais juste vous demander, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, surtout sur le coût d'investissement et le déficit de viabilité. Est-ce que vous pouvez juste nous donner quelques exemples du cas marocain pour assimiler en face de plus le cours, et merci beaucoup. Très bien. Alors, il faut que je continue les deux. C'est une très bonne question parce que vous voulez le côté pratique. Je vais vous le donner tout de suite. D'accord? Allô? Oui, تفضل سعدي كمل. Ok, merci. Je vais vous donner l'explication tout de suite des cas pratiques. Alors, je disais, j'ai un ensemble de coûts, j'ai un ensemble de déficits. Donc, je dois avoir des instruments financiers, comme je viens de donner l'explication, pour agir sur les coûts, agir sur le revenu. Comment? Voilà. Voilà. Alors, j'agis sur les coûts. Pour agir sur les coûts, comme je viens de l'expliquer, c'est que je dois diminuer les coûts. Je dois agir sur la diminution des coûts. La diminution des coûts, je dois agir soit sur les coûts d'investissement, soit sur le coût en capital, soit sur l'impôt et taxes. Donc ça, c'est les instruments, les principaux familles d'instruments que nous avons pour agir sur la baisse du coût. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, du coût d'investissement, on parle de subvention pour la préparation de projets, on parle de la subvention à l'investissement. Tous ces éléments sont des subventions. Par exemple, j'ai besoin, lorsque je vais investir, j'ai besoin de capitaux, ce qu'on appelle des subventions d'amorçage d'un projet. Donc, c'est le cas. Subvention d'investissement, parce que le cycle de projet, j'ai le passage de la phase de croissance vers la phase de développement, j'ai besoin de subventions d'investissement. Troisième levier, c'est d'agir sur le capital, ce qu'on appelle les garanties. C'est quoi une garantie pour le coût de capital? Je vous donne un exemple. Vous avez votre entreprise, vous allez chez une banque pour avoir un crédit pour financer une opération. Il va vous demander 7%. Par contre, lorsque vous ramenez une garantie, le taux d'intérêt, il va baisser de 7 à 5, voire à 4. C'est-à-dire que la garantie, il baisse le taux d'intérêt. Évidemment, parce que le taux d'intérêt, il est corrélé pour payer le risque. Tant que vous allez ramener des garanties pour baisser le risque, vous allez avoir un taux d'intérêt, je dirais, qui est faible. C'est le cas, par exemple, le fonds vert, dans tous les projets qui ont été, par le cas de Mazen, tous les projets qui ont été je dirais, soumis à des prêts bancaires, il y avait l'intervention des fonds pour pouvoir apporter une garantie. Parce que avec le projet, il s'inscrit dans le cadre, je dirais, d'avoir une économie sobre en carbone. Deuxième intervenant, c'est ce qu'on appelle les dettes concessionnelles. Achetons les dettes concessionnelles. Les dettes concessionnelles sont des dettes bonifiées. Je vous donne un exemple. Une dette bonifiée, c'est une dette qui présente pratiquement un taux d'intérêt inférieur par rapport au taux de marché. Le tirage de la dette à 10%, la dette concessionnelle, il est à de 5 à 4%. D'ailleurs, le fonds vert, il peut aller jusqu'à 0,5%, jusqu'à 1%. Donc, ça veut dire que c'est des taux d'intérêt qui sont faibles, inférieurs par rapport au marché. La dette concessionnelle, il peut agir à travers ce qu'on appelle les délais de grâce ou le déféré, jargon financier. C'est-à-dire, je prends une dette concessionnelle, pendant les 2 premières années, les 4 premières années, voire les 5, voire les 10 premières années, vous n'allez rien payer. Vous allez payer que les ajouts. C'est à partir de la 10e année que vous allez commencer à payer. Ça veut dire quoi? Et c'est surtout pour les projets, je dirais, d'économie propre, parce que au départ, je n'ai pas de revenus, j'ai que des charges. Donc, j'ai besoin d'une faible pression sur ma trésorerie. Donc, la dette concessionnelle permet, je dirais, d'avoir moins de pression sur la trésorerie de tel projet. Le dernier point, c'est les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts, c'est tout simplement, vous savez que l'impôt sur les sociétés, c'est 10, c'est 20, c'est 30. Lorsque j'agis à travers un instrument financier fiscal, c'est que je me donne soit 10, soit 20, soit 30%, ce qui est très, très important. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces instruments sont des instruments qui permettent de réduire les coûts. Et quand les coûts du projet diminuent,
le déficit de viabilité, il diminue. Donc, du coup, je n'ai plus de ce déficit de viabilité et j'ai des revenus qui sont égaux au coût. Alors, dans le deuxième je dirais, slide, je vais vous donner des cas marocains. Bien, dans le premier slide, j'ai agi sur la baisse des coûts. C'était les moins. Donc, vous voyez les moins. Donc, j'ai baissé les coûts. Dans le deuxième, c'est que je vais agir sur les revenus, les plus. Les plus, ça veut dire que je vais augmenter les revenus de manière à avoir une certaine équation entre les coûts et les revenus. Alors, le premier point, ce qu'on appelle le tarif de rachat. C'est le cas qu'il a fait l'ONU à Mazen. C'est-à-dire, lorsque Mazen il va produire de l'énergie, vous connaissez, tout le monde connaît Mazen, c'est tout ce qui concerne la production de l'énergie solaire, d'accord, à destination pour le pays. Mazen, c'est un établissement, c'est une institution, c'est un établissement public, mais aussi une société anonyme. Il y a à Ouarzazate, la production de l'énergie solaire et de la production de l'énergie photovoltaïque à destination de la consommation nationale. Donc, alors l'ONU, c'est elle qui fait la distribution. Donc, Mazen et l'ONU, ils sont fixés ce qu'on appelle sur un tarif de rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mazen, il va vendre à l'ONU l'énergie qui est produite, l'énergie propre. Et ce tarif de rachat, même si, par exemple, si l'ONU, il peut importer de l'Espagne, par exemple, 20 dirhams le kilowatt, même si Mazen, il lui donne 24 dirhams le kilowatt, il va l'acheter de Mazen parce qu'il a signé une convention relative à un tarif de rachat. Un tarif, je dirais, de rachat de la production, même si c'est cette production, elle est plus chère. Mais il s'inscrit dans la promotion de l'énergie propre. Un deuxième exemple, et un deuxième intervenant, c'est ce qu'on appelle les PPA subventionnés. C'est quoi les PPA subventionnés? C'est des prix préférentiels pour les contrats à long terme. Je vous donne un exemple. D'abord, la LIDEC à Casablanca, c'est elle qui s'occupe de la distribution de l'eau et de l'énergie. Alors, la LIDEC, lorsqu'il a fait son business plan, ça fait une quarantaine d'années qu'il s'est installé ici à Casablanca. Lorsqu'il a installé au Maroc, il a fait une convention avec l'ONU sur des prix préférentiels pour le contrat à long terme. Ils se sont mis d'accord sur que les 10 prochaines années, voilà le prix qui sera, je dirais, le prix de vente de l'eau et de l'électricité de l'ONU vers la LIDEC. Et ce qui est très important pour la LIDEC, c'est qu'il a un prix préférentiel. Donc, il ne subit pas la variation du marché. La LIDEC, c'est une société de gestion de l'eau et de l'électricité à Casablanca, et c'est pertinemment que d'ici les 10 premières années, j'ai un prix préférentiel de vente de l'ONU. Donc, ce qui permet d'avoir une certaine assurance par rapport à mes revenus. Et ça, c'est très important dans l'industrie et tout ce qui concerne l'énergie propre. C'est très important d'avoir cette assurance en matière de revenus. Donc, voilà des exemples. C'est vrai, c'est de la financement public, mais c'est des exemples qui sont très importants. Bien sûr, pour les autres instruments de coût, je crois qu'on va parler des green bonds, on va parler d'autres instruments. Je crois dans le deuxième groupe, lorsqu'on aura à s'étaler sur les différents instruments, on va étayer, gérer ces différents instruments, parce que c'est, par exemple, lorsque je prends des instruments fiscaux, il y a l'incitation fiscale, il y a les subventions fiscaux, il y a l'exemption, il y a le correctif fiscal, il y a énormément de choses. C'est des aspects d'instruments fiscaux qu'on va développer pour le deuxième groupe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsque je parle de que la finance climat, c'est soit que j'agis sur les coûts, soit j'agis sur les revenus. Maintenant qu'on voit très bien, donc tarif préférentiel, crédit carbone. Crédit carbone, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Donc, c'est même à l'international, c'est une industrie qui commence à prendre de l'ampleur et qui va se développer. Je vous donne un exemple, c'est quoi le crédit carbone? Par exemple, vous avez une industrie, une tannerie, et annuellement, l'émission qui dit 40 tonnes de CO2 par an. Donc, dans votre industrie, vous consommez, vous dégagez dans l'air 40 tonnes de CO2 par an. Alors maintenant, vous allez faire une transformation, un investissement pour pouvoir minimiser, baisser
je dirais, ce tonnage de CO2 dans l'air. Cet investissement, il va vous permettre de réduire de 10%. Vous allez produire 40 tonnes de CO2 par an. Maintenant, vous allez produire moins 10%. Ça veut dire 36 tonnes de carbone par an. Ça veut dire que vous avez réduit de 10%, de 4 tonnes. 4 tonnes de carbone que vous avez réduit, pour vous, c'est un crédit que vous pouvez vendre à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. Donc, du coup, ça me permet de renflouer les revenus de l'entreprise qui opère dans tout ce qui est énergie propre. Donc, voilà des exemples. C'est vrai, le crédit propre, même à l'international, ce n'est pas encore développé, mais je vous expliquer quel est l'aboutissement. Il va se développer par la suite. Il va se développer à l'échelle nationale, il va se développer à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce que ça va stimuler les entreprises pour, je dirais, pour investir dans des investissements qui sont sobres en carbone. Donc, pour le revenu, c'est que le déficit de viabilité va diminuer ou disparaître complètement quand les revenus de projet augmentent. Résumé. Que finance la finance climat? Donc, la finance climat, il agit pour réduire les coûts de risque. Et là, je suis dans le financement direct. La finance climat, il augmente les revenus. Là, je suis dans le financement direct. Et aussi, le finance climat, il permet la mise en place d'un cadre favorable et réduction de coûts. Et là, je suis dans le financement indirect, c'est-à-dire d'un cadre favorable de réduction des risques d'une manière globale. Ce qu'il faut retenir aussi lorsqu'on parle de, je dirais, que finance la finance climat, c'est qu'il y a une certaine utilisation des financements publics pour mobiliser le financement privé. C'est très important d'avoir cette interconnexion entre le financement public et les financements privés. C'est très important. La corrélation doit être hautement significative, hautement corrélée pour avoir plus d'impact. Cette synchronisation, la synchronisation du financement public avec le financement privé permet d'avoir un grand impact en matière, je dirais, d'industries qui sont sobres en carbone. Et aussi utiliser du financement international pour mobiliser du financement national. Vous vous rappelez, on a dit les fonds, c'est à l'international, c'est transgouvernemental, c'est international. Le fonds vert, donc il y a un cadre à l'international très important. Il y a énormément de coopération bilatérale avec d'autres pays et c'est très important d'utiliser ces financements pour mobiliser des financements nationaux. Donc cette interconnexion entre les deux permet d'avoir une certaine efficacité dans la mobilisation de financement climatique. Donc, voilà un premier aperçu. Donc, on a parlé de la finance climat, les définitions qui ont été données. On a parlé qu'est-ce qu'elle finance, la finance climat, à travers les différents instruments. Alors, on va prendre 5 à 6 minutes. Je vous ai préparé une petite vidéo. Comme ça, vous allez voir un petit peu les aspects. Oui, ça, c'est une définition que j'ai donnée, une définition qui regroupe l'ensemble des points. C'est que la finance climat, elle représente un levier primordial très important pour financer les projets publics et privés, suivant des instruments financiers dédiés, et ce pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la résilience des êtres humains et des systèmes écologiques aux impacts du changement climatique à l'échelle nationale et internationale. Ça, j'ai essayé de regrouper l'ensemble des éléments pour donner, je dirais, une définition à ce qui intègre l'ensemble, étant donné que je suis dans une approche large de la compréhension de la finance climat. Donc, on va passer une vidéo, si vous le permettez. C'est Sahibi, c'est bon, il y a que c'est Sahibi. Vous voyez l'écran? Oui, je vois l'écran, oui. D'abord, mettons-nous d'accord sur deux postulats de départ. Premièrement, la combustion des énergies fossiles depuis environ 200 ans, gaz mais surtout pétrole, charbon, projette dans l'atmosphère des gaz que l'on nomme à effet de serre. Et plus les années et les décennies passent, plus ces gaz s'accumulent et plus la température à la surface de la Terre augmente. Deuxième postulat, les conséquences de cette chaleur additionnelle. Près de 1 degré que nous avons déjà gagné fin du XXe siècle, puis 2 et peut-être 3, 4 degrés
d'ici 50 ou 60 ans. Cela touche l'agriculture, donc l'alimentation, la disponibilité de l'eau, la mutation des maladies, le déplacement des oiseaux, de certains mammifères, la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne, l'acidification et le niveau des océans. Bien, mais à partir de ces deux postulats, que fait-on? D'abord, tout commence par l'école. Il faut, plus encore, faire évoluer les livres de classe. Ensuite, il faut informer, expliquer encore et encore pour faire mûrir les mentalités et changer les comportements de consommation. Et puis, il y a le levier de l'argent, en combinant les financements pour réduire les vulnérabilités et verdir les outils de croissance et de développement. L'idée est de réorienter progressivement l'épargne privée et les investissements vers des secteurs d'activité peu émetteurs de gaz à effet de serre. Alors on s'en doute, le chantier est énorme, il est complexe, il concerne tous les pays, mais avant tout les pays en développement. D'abord, ces derniers recherchent les financements des pays du Nord pour les aider dans cette lutte contre le changement climatique au titre des responsabilités historiques d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, certains pays à forte croissance économique et très peuplés, si leur trajectoire d'émissions n'est pas infléchie, vont peser lourd dans les émissions mondiales. Et enfin, c'est justement le monde en développement qui regroupe les pays les plus vulnérables. Cette carte du PNUD nous fait apparaître les 30 pays en développement qui ont l'indice de développement humain le plus bas. Mais la vulnérabilité touche aussi des pays plus riches, mais très exposés à la montée des océans ou aux cyclones, notamment les États îles du Pacifique, le Vietnam, le Bangladesh, les États de la Caraïbe ou encore le Mexique. Leur niveau de pauvreté et celui de leurs infrastructures ne leur permettent pas une solide résilience à ces dérèglements climatiques. Alors, de l'argent, très bien, mais quelles sont les sources de financement vers les pays en développement? Les gouvernements des pays développés, les institutions financières bilatérales, comme l'Agence française de développement, les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale, les fonds climat créés pour répondre à ces besoins d'évolution, comme le Fonds pour les technologies propres, et enfin, les investisseurs privés. Alors prenons quelques exemples concrets. En Chine, avec un surcoût de construction de seulement 7% pour un logement, on réalise ensuite 50% d'économie d'énergie. Et ce surcoût peut être financé par une subvention ou même par un simple prêt. Au Vietnam, l'un des 20 pays du monde les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique, plusieurs villes, notamment Can Tho ou Da Nang, ont mis en place des politiques assez révolutionnaires en aidant les habitants à rendre leur logement plus résistant. Alors comment est-ce que c'est financé? Eh bien tout simplement par des prêts destinés aux fonds d'investissement locaux. Car même avec les intérêts, un prêt coûtera toujours moins cher que le coût des catastrophes qui viennent. On a aussi l'exemple du Kenya, où les entreprises privées peuvent financer leurs investissements en verre, des éoliennes, des panneaux solaires, grâce à des prêts consentis par les banques. Mais sans l'aide des bailleurs internationaux, les banques ne pourraient pas investir sur ces secteurs risqués. Alors on le déduit, d'un côté, le dérèglement climatique relégitime l'aide publique au développement, mais de l'autre, les montants en jeu de cette nouvelle finance climat sont en fait assez difficiles à évaluer avec précision. En moyenne et par an, les flux de finance climat des pays développés vers les pays en développement oscillent autour de 50 milliards de dollars venant d'institutions publiques et 125 milliards de dollars venant du privé, soit un total de quelques 175 milliards de dollars. Alors, si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement à 2 degrés au XXIe siècle, on a estimé que les besoins d'investissement à l'échelle mondiale se monteraient à environ 1000 milliards de dollars par an entre 2025 et 2050. Enfin, dernier canal de financement décidé à la COP17 de Durban, et spécifiquement dédié à la réduction des émissions de CO2 dans les pays en développement, on a le Fonds vert pour le climat. C'est un fonds qui a une gouvernance à parité, 12 représentants de pays en développement et 12 de pays développés. Il est aujourd'hui capitalisé à hauteur de 10 milliards de dollars et les premières décisions d'investissement
devrait avoir lieu fin 2015, juste avant la COP21 sur le climat à Paris. Et attention, il ne s'agit pas seulement de prêter ou même de donner de l'argent. Non, il faut pousser les pays récipiendaires à réduire leurs émissions de CO2 en faisant évoluer leur trajectoire de développement et ainsi les éloigner peu à peu des énergies carbonées. Alors tout cela n'est ni simple ni rapide, car au fond, la finance climat touche à ce modèle énergétique, le nôtre, qui prévaut depuis à peu près un siècle. Alors un certain nombre d'États font de vrais efforts pour renforcer leurs outils de transition, mais d'autres sont pour le moins passifs et prennent les mécanismes de compensation pour un guichet bancaire de plus. Or, il s'agit de comprendre que la prise en compte du climat doit s'appliquer à toutes les décisions économiques et politiques. Voilà, j'ai brièvement essayé de vous montrer que les choses avançaient tout de même, mais évidemment, est-ce que tout cela n'est pas trop lent? De toute façon, nous ne pouvons plus nous offrir le luxe du pessimisme. Toutes sortes de modes d'action sont à disposition maintenant, et ces actions sont désormais indispensables pour nous tous, et peut-être plus encore pour les générations qui viennent. Je vous ai parlé du levier de l'école, celui de l'information, des leviers financiers,